Salut à tous, bienvenue sur Sans filtre ajouté, le podcast pour celles et ceux qui vivent la grande distribution de l'intérieur. Donc vous êtes chef de secteur, chef de produit, catégorie manager, directeur commerciaux, directeur marketing, bienvenue. Ici, on parle de ce qui se passe vraiment et je suis ravie parce que j'ai hâte d'en parler. Donc les arbitrages, les rendez-vous qui changent une trajectoire, les erreurs qui apprennent, les décisions qui coûtent, toujours sans filtre ajouté, mais avec beaucoup de bienveillance et de passion. Aujourd'hui, l'épisode est un peu particulier et vous me voyez notamment à table avec deux personnes de dos qu'on va bientôt découvrir. Et je vais être totalement transparente avec vous, c'est Florian et Vanessa et je les découvre absolument pas. Je travaille avec eux, je les accompagne sur leur stratégie marketing et commerciale et on vit des moments ensemble qui ne se voient pas sur LinkedIn, même si on prend beaucoup la parole sur LinkedIn, des comités de direction, des choix de positionnement, des choix d'entreprise et de fondateurs, des discussions sur l'exécution terrain, il y a des jours où ça va très vite, et puis des jours où ça secoue. Et du coup, j'avais envie de faire un format un peu différent, à table, où on parle de tout ça. On est chez moi, très décontracté, donc à la cool. On va manger en même temps. Je ne suis pas une grande cuisinière, cet épisode n'est pas sponsorisé par Picard, mais j'ai quand même choisi Picard parce que c'est assez simple, hop, au four, et on y va. Et à chaque étape de ce repas, je vais vous poser quelques questions. On va faire monter un peu la température, même s'il fait -6 dehors, au fil du repas. Donc l'entrée pour comprendre d'où vous venez, qui vous êtes. Le plat pour parler business et passage à échelle. Et enfin, le dessert pour parler de qui veut être mon associé. Alors, Florian, Vanessa, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci Salomé, merci pour le format. On commence tout d'abord par vous présenter et puis on va attaquer par manger. Donc, je vous fais juste un petit brief de ce qu'on a sur la table. Donc, nous avons, parce que je sais que Florian, tu y tenais à goûter des petits produits chiches. Donc, encore une fois, il n'y a rien qui est offert. Hein. J'ai pris, voilà. Donc, c'est des petits pois chiches, moutarde romarin et paprika et pointe de cumin. On a des chips Bretz classiques, des petites olives et des petits toasts tapenade de tomates séchées. Voilà. Alors, tout d'abord, je vous propose que vous vous présentiez l'un et l'autre, mais on va pas le faire de façon classique. Florian, tu vas présenter Vanessa. Et Vanessa, tu vas présenter Florian. Alors, vous devez me dire 4 choses. Tout d'abord, comment vous vous êtes rencontrés, votre rôle exact chez Resnack, votre personnalité au travail et puis à quoi ressemble une journée type. À vous la parole, j'ai déjà bien trop parlé. Et puis, évidemment, vous vous servez, vous pouvez manger. Alors, je vais peut-être commencer par présenter Resnack. Aujourd'hui, Resnack, c'est une société qui imagine, crée, produit et commercialise des gourmandises saines, avec aujourd'hui un secteur d'activité qui est centré sur la confiserie, avec une innovation centrale et majeure qui est Sucra, qui est un substitut au sucre naturel qu'on a développé pendant 1 an de R&D et qui aujourd'hui nous permet de réintroduire et de redévelopper des confiseries qu'on connaît tous sous un angle innovant, mais en gardant ce côté gourmand, fun qu'on connaît de la gourmandise, en y apportant notre touche de modernité. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est ça, c'est de redessiner un peu la confiserie avec ce substitut, avec un fer de lance qui est basé sur un mode de production en interne. Donc c'est assez rare, je crois, dans l'univers des startups. Donc on croit beaucoup à la volonté d'imaginer, créer, produire et commercialiser derrière. Et donc c'est toute l'identité qu'on essaie de donner à nos marques, puisque Resnack n'est pas une marque en tant que telle, mais bien simplement une entreprise qui donne une vision sur les marques et donc les produits qu'on distribue. Et du coup, donc, tu parlais de Vanessa, de comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que tu peux me dire le rôle de Vanessa et peut-être une journée type? Et puis après, on t'écoutera Vanessa sur Florian. Vanessa, aujourd'hui, elle occupe un poste qui est nécessaire, un poste de directrice des opérations. Aujourd'hui, c'est le poumon de la société. Et notamment en ce qui concerne, j'en parlais tout de suite, de la partie production en interne et gestion des équipes. Aujourd'hui, sans Vanessa, on ne fait pas grand-chose. Elle pilote toute la partie production pour adresser 100% de notre clientèle. Elle pilote les équipes. Elle fait en sorte que chaque BU, parce qu'on en parlera après, mais on a plusieurs business units dans la société, se coordonne, s'organise pour délivrer de la manière la plus parfaite possible nos clients.
en intégrant cet enjeu de production, encore une fois, en interne. Et elle pilote l'enjeu marketing aussi de la société avec la représentation de nos marques au sein de la société à l'extérieur, à travers du packaging, à travers de la communication, à travers de la presse. Et évidemment, on est épaulé par l'ensemble de nos équipes. Mais aujourd'hui, voilà, en somme, tout ce que peut faire Vanessa et qui, sans elle, serait impossible à piloter au quotidien. Vanessa, maintenant, est-ce que tu peux présenter Florian pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors, Florian Beauf, tu m'associes au poumon de la société, je t'associerais bien au cerveau. On a créé la société ensemble. Depuis le départ, c'est toi qui as la vision, tu gères toute la partie stratégique, finance, administratif, enfin vraiment le pilotage de la société et toute la stratégie sur le long terme. Truc chiant. Ouais, les trucs chiants que je pourrais pas faire. On est vraiment très complémentaires. Bon, on a mis du temps à trouver la meilleure façon de travailler ensemble parce qu'on a 2 caractères très forts et 2 égos aussi. Mais petit à petit, on commence à être de plus en plus complémentaires et ça harmonise très bien. De Monsieur Chiffre. J'adore cet exercice, j'ai l'impression d'être en thérapie de couple, tu sais. Enfin bon. Mais tu disais tout à l'heure, Florian, que Resnac, aujourd'hui, imagine, produit, donc fabrique et commercialise. Donc ça induit qu'aujourd'hui, vous fabriquez. En quoi c'est important ou pas d'ailleurs, mais parce que c'est quand même un choix de fabriquer et d'avoir tout ce process en interne. Et Vanessa, tu pourras en parler beaucoup mieux que moi parce qu'effectivement, en tant que directrice des opérations, tu gères toute cette partie-là, production, logistique, etc. Qu'est-ce que ça induit sur une entreprise, son rôle? En quoi c'est important? On a la grande flexibilité. Enfin, ça nous permet de faire un peu ce qu'on veut, de vraiment pouvoir suivre les tendances et le besoin de nos clients. On a la chance d'avoir plusieurs secteurs. Donc, on fait de l'événementiel, on est vraiment en contact avec les clients. On a notre site internet où on a des clients qui sont partout en Europe. Et on a la GMS où c'est vraiment beaucoup plus centré en France. Non, puis au-delà de ça, la volonté d'avoir un outil de fabrication en propre, c'est un outil, comme le disait très bien Vanessa, c'est un outil d'agilité. Aujourd'hui, ça nous permet, comme l'a dit Vanessa, de délivrer 100% de nos clients et de tester plein de choses. Et au-delà de ça, maîtriser son outil de production dans une start-up ou même une PME agroalimentaire permettait d'avoir une meilleure survie, et on parlait encore une fois d'agilité, mais de maîtriser 100% de ses coûts et avoir un œil garant sur l'ensemble des processus. Et la partie production en fait partie, puisqu'aujourd'hui, pouvoir adresser un magasin, adresser un rayon ou faire du merchandising, il ne se passe rien de tout ça tant qu'on n'a pas produit en amont. Et beaucoup d'exemples de PME ou de start-up nous ont montré que si elle ne maîtrisait pas son outil en interne, ça pouvait complexifier la croissance ou même la pérennité d'une entreprise. Et je parle de PME ou de start-up, on a des exemples de grandes entreprises, de TI, qui se sont cassées la figure parce qu'ils ne maîtrisaient pas leur outil de production. Alors effectivement, hein, ça engendre des coûts qui sont au départ assez importants, ça engendre un niveau de stress qui peut être important, voire très important, et ça oblige à devoir maîtriser encore plus les processus et à avoir une certaine vélocité dans les innovations, tant sur la partie de développement que la presse, c'est-à-dire l'industrialisation. Donc c'est des étapes qui, nous, font partie prenante de notre quotidien, mais qui, c'est vrai que de temps en temps, quand on voit d'autres sociétés, tous secteurs d'activité confondus, on se dit leur vie est belle, ils produisent pas, alors que bon, la réalité est tout autre. Mais c'est vrai que nous, c'est une volonté depuis le départ, à la fois de produire en France. C'était la première décision. On est une entreprise française, donc on veut garder notre outil de production en France. Et ensuite, il y avait cet enjeu de pouvoir maîtriser chacune de nos BU, et notamment la partie production, qui aujourd'hui, nous, est la plus importante, et qu'on veille à ce qu'on garde bien au chaud chez nous. Resnac, aujourd'hui, c'est un groupe qui parle de gourmandise autrement, mais c'est aussi une réalité beaucoup plus brute. Enfin, tu l'évoquais, Florian, piloter une entreprise, forcément, il y a des défis incommensurables. C'est une aventure incroyable. Est-ce que vous pouvez nous parler du démarrage de l'entreprise ? Ça commence avec quoi ? Quand ? Comment ? Avec qui ? Comment ça a commencé notre histoire ?
j'ai le souvenir je suis assise sur le pouf. Enfin, on est tous les deux assis sur le salon à Besançon quand on était encore étudiants. Et en fait, c'était tombé sur une pub de machines automatiques, de gros distributeurs automatiques à barbe à papa. Et là, on t'a fait les calculs de il faut combien de sucre et combien de barbe à papa ça fait. Enfin voilà, la rentabilité de ça, on était pile en train d'apprendre tout ça à l'école. Il a eu des très beaux résultats et il a commencé à regarder pour en acheter une. Tu as réussi à avoir ton prêt et là, pour mettre une image pour ceux qui sont pour les machines, une machine, en fait, c'était on en voit beaucoup maintenant aujourd'hui, mais c'est les machines à barbe à papa, des distributeurs automatiques qui ressemblent à des gros distributeurs Selecta, dans lesquels il y avait un écran et sur lequel on pouvait commander une barbe à papa. On en voit quelques-uns dans les centres commerciaux aujourd'hui. Ouais. Et c'est le robot qui fait ta barbe à papa, la couleur, saveur et forme que tu veux. Ok. Et du coup, on t'avait trouvé un monsieur en France qui en avait acheté une et qui l'a laissée dans son garage parce qu'il ne marchait pas trop. Donc on est un matin janvier avec ton papa, on est descendu dans le sud pour aller chercher cette fameuse machine à barbe à papa. 2 semaines après, on l'a mise dans notre école pendant 2-3 jours pour voir comment ça accrochait, comment ça marchait, c'était plutôt bien. Et je me rappelle, on l'avait lancée pendant un grand week-end à Château-Farine. On l'avait mis au sein d'un centre commercial. Et il y avait eu pas mal de monde, mais la machine, elle tombait juste en panne toutes les 2 heures à peu près. Donc c'était un peu embêtant. On passait plus de temps les mains dans la machine qu'en train de faire notre job de commercial. Surtout qu'à 19 ans, c'est une machine qui nous a coûté plus de 15 000 euros quand même. Donc. Ouais, parce que du coup, tu sens le business model en te disant, en fait, c'est un investissement locatif. Enfin, c'est-à-dire que je me fais de la rentabilité là-dessus. Et de là, ça part de l'événementiel où les gens faisaient leur... On était loin des rayons à cette époque-là. Ouais. On était dans l'investissement en se disant, tiens, j'achète une machine. J'aurais pu faire la même chose avec un distributeur, clairement. J'achète un distributeur de barbe à papa qu'on positionne dans un centre commercial et puis on voit comment ça se passe. On voit s'il y a des ventes, on voit si les gens, ça les intéresse. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça intéressait les gens. La moins bonne nouvelle, c'est que la machine ne fonctionnait pas. Mais c'était le pur hasard, du coup, la barbe à papa. Ah, vraiment pur hasard. Ok. C'était. Tu tombes sur une publicité, Ouais, alors. On cherchait, en fait, à ce moment-là, on cherchait déjà à poser des distributeurs à café parce que le distributeur à café de notre école, il marche pas trop. Du coup, on s'était un peu énervé pendant une pause et on se dit, c'est pas grave, on va en acheter et le mettre nous-mêmes. Et on avait un ami, je crois, à l'époque, qui avait commencé justement son entreprise de distributeur automatique. Et on parlait pas mal avec lui, on voyait que c'était un business plutôt rentable. Du coup, on voulait se lancer là-dedans et quand il cherchait du coup son premier distributeur, il est tombé sur ce fameux distributeur à barbe à papa et c'est de là que tout est né. Mais on n'a pas choisi la barbe à papa parce que il y avait quelque chose, c'est vraiment tombé par hasard. Et là, on est en quelle année ? On est en 2020. Non, l'achat de la machine, on l'achète en 2020 auprès de quelqu'un qu'on avait une en France qui était l'un des premiers à les avoir importés. Elle est restée dans son garage parce qu'elle ne fonctionnait pas, il nous l'a vendue. Donc elle n'a pas mieux marché, c'est la mauvaise nouvelle. Et donc il a fallu trouver une solution parce que moi j'avais contracté un prêt à titre personnel. J'étais allé voir ma banque en disant que j'allais acheter une voiture. Au final ils ont pris une garantie, il n'y avait pas 4 pneus, il y avait 4 roulettes. Et donc on avait un prêt à rembourser, étudiant donc pas de salaire, et une machine qui ne fonctionne pas, donc qui ne génère 0 de chiffre d'affaires. Et donc il a fallu trouver une solution. Donc on avance un peu dans l'histoire, mais on a passé des mois entiers à essayer de trouver des solutions pour pouvoir rembourser ces 15 000 euros de machine avec 0 de salaire. Et on avait un salaire d'alternant. Oui, à l'époque, c'est vrai qu'on avait un petit salaire d'alternant, mais c'était les premières années. Donc les premières années en alternance, ça devait être 500, 600 euros. Juste pour payer le loyer. Parce qu'aujourd'hui, ça a augmenté, oui, il y avait le loyer à payer. Et donc, il a fallu trouver une solution jusqu'à ce que la banque, un matin, nous dise, écoutez, c'est soit vous commencez à rembourser, soit vous allez avoir des problèmes. Et donc, c'est là que l'événementiel est né, en se disant un soir avec Vanessa, mais en fait, on va aller acheter une machine à barbe à papa traditionnelle de fête foraine, et on va déporter un peu le concept de la fête foraine sur les entreprises, en partant du principe que les entreprises faisaient entre 200 et 300 événements par an,
que c'était toujours la même chose, des milliardises servies par des gens en tablier blanc, un nœud pape, et qu'il n'y avait rien d'excitant, et notamment pour les grandes sociétés parisiennes qui font entre 2000 et 3000 événements par an. Et donc on s'est dit, bon, on va prendre la barbe à papa et on va s'en servir comme outil de communication pour les marques. On a commencé à petite échelle en région, donc on a acheté une machine à barbe à papa et on a commencé à faire une plaquette en proposant nos offres de prestations de barbe à papa. Donc on connaissait les prestations de barbe à papa pour les particuliers, donc on vient à un anniversaire d'enfant, amener une machine, faire des barbes à papa, les donner. Nous on a déporté le concept sur l'entreprise en disant il y a les entreprises qui vont payer, on va distribuer une barbe à papa avec un logo comestible de la marque, et en fait ça va passer dans le budget communication. Et on a commencé avec notre tout premier client, on peut le citer, qui était le DS Store, enfin une concession automobile à Besançon, qui a pris une prestation de 3 jours où on devait faire des barbes à papa. Et en fait, comme il n'y avait jamais personne dans leur showroom, parce qu'un showroom c'est toujours super joli, ils font des showrooms à 300 000 €, il n'y a jamais personne à l'intérieur. Donc on leur avait dit, nous on va faire des publications sur des réseaux sociaux en disant on offre une barbe à papa à toutes les familles et toutes les personnes qui rentrent dans la concession automobile. Et en fait, l'idée part de là, l'idée bête. Je précise, on ne savait pas faire de barbe à papa. Ouais, à l'époque, on ne savait pas faire de barbe. Faut bien commencer. Par contre, sur les part. réseaux sociaux, les familles ont vu, si on passe la porte d'un DS Store, on repart avec une barbe à papa. Donc bien, on va faire un tour sympa, on verra la voiture quand on aura un peu d'argent dans quelques années, ou tiens, il y a un projet automobile, on va le faire cet été. Et en fait, on a ramené du monde comme ça sur les réseaux sociaux. Et donc, la concession était super contente parce qu'elle venait de faire venir une vingtaine de familles sur tout un week-end en ayant investi 500 € dans une prestation de barbe à papa que 2 jeunes tenaient. Donc, le compte y était. Nous, on avait remboursé 10 fois la machine qu'on venait acheter sur Amazon en une journée. Et donc, on s'est dit, il y a un truc, il faut qu'on continue. Alors, on va arrêter d'aller chercher les concessions, on va aller chercher les grosses marques parisiennes du LVMH, du Logitech, en disant on va upgrader l'univers barbe à papa et on va le proposer en prestation de service de luxe, la barbe à papa de luxe. Et c'est comme ça qu'on a commencé en fait, clairement. Donc on a fabriqué nos stands, on a fabriqué ce petit concept événementiel à 2 qui nous a permis de commencer à rentabiliser l'investissement qu'on avait fait sur la machine. Et la barbe à papa, c'était la vision que vous aviez quelle vision à la base de la barbe à papa quand vous commencez? Et pour passer de la barbe à papa qui, dans l'imaginaire des gens, est plutôt fête foraine, etc., à du luxe, il y a quand même un monde. Comment vous faites justement pour aller approcher des marques assez prestigieuses? Je le sais, parce que je sais les types de clients que vous avez eus, mais... Au départ, la barbe à papa, pour nous, c'était vraiment un produit pour les enfants et qu'on mange uniquement en fête foraine. Quand on a commencé à faire ces événements dans les concessions, par exemple, là, on ne voyait plus la barbe à papa comme un produit à manger, tout simplement, mais c'était vraiment un support de communication. Parce qu'on les personnalisait de logos comestibles, donc la pastille avec ton logo dessus. Des paillettes comestibles, des fleurs, enfin vraiment on mettait tout et n'importe quoi sur des barbes à papa, mais comestibles, et on s'en servait vraiment comme un outil de communication. Il y a un outil qu'on maîtrisait bien, c'était LinkedIn, parce qu'on avait appris ça à l'école, on savait que c'était un vecteur commercial important. En plus nous c'était les débuts de l'utilisation de LinkedIn, c'était LinkedIn un peu à son apogée en 2020-2022, où il y avait les créateurs de contenu qui apparaissaient sur LinkedIn, on connaissait pas ça avant. Ouais. Et donc, il y avait une culture LinkedIn du réseau social qui était en train de grandir. Et donc, tout de suite, on a commencé à écrire des posts LinkedIn, à raconter ce qu'on faisait. Et évidemment, de la barbe à papa sur LinkedIn, c'était jamais vu, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se faire connaître. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on est allé chercher nos plus gros clients. Moi, j'envoyais entre 100 et 150 messages par jour aux responsables marketing, directeur marketing, responsable événementiel, chargé d'événementiel, de tout LinkedIn. Donc j'allais taper le La Poste, LVMH, Géopost, Porsche. Je prenais les grandes sociétés et j'allais charger. Et puis c'était réceptif. Ouais, c'était assez dingue en fait. On avait beaucoup de retours en disant génial votre truc, c'est combien? Et puis en fait, on envoyait un tarif qui sont plus ce journée, mais à l'époque, c'était 500 €, 1000 € la prestation. Mais eux, sur des budgets d'événements à 30, 40, 50 000 €, barbe à papa personnalisé, c'est marrant quoi, 500 €.
Et donc, on récupérait les queues de budget de ces sociétés-là sur les salons. On contactait aussi tous les salons. On prenait les 10 plus gros salons en France. On allait voir les 10 plus gros exposants. Puis on leur disait, plutôt que de donner une carte de visite qui va finir à la poubelle au bout du chemin, prends un stand de barbe à papa, personnalise-le, et puis mets ton logo sur une barbe à papa. Les gens, ils vont repartir avec un bâton personnalisé, une barbe. Ils vont se dire, mais c'est marrant, ils font des cartes mères et en fait, ils nous mettent une barbe à papa. Et donc, ça marquait les gens. Et en fait, on s'est vite rendu compte que le levier barbe à papa, qui sur le papier est assez dérisoire, parce que c'est un produit fait de foraine, pas connu, etc., il marquait les gens. On a nos clients qui n'ont rien à voir avec l'univers de l'agroalimentaire, qui font de la livraison, qui repartaient, et les clients disaient « Ah oui, je sais, eux, c'est ceux qui font des barbes à papa sur leur stand. » Donc ce levier marketing était un bon levier pour nos clients, et nous, ça nous a permis de rembourser notre prêt au départ. Donc là, effectivement, sur la partie événementielle, hyper intéressant. Et vous passez à l'événementiel. Est-ce que vous pouvez me raconter, donc la première prestation, je l'ai, mais peut-être la deuxième, une qui vous a marqué auprès d'un client, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez juste nous embarquer dans les coulisses d'une prestation événementielle chez vous? Comment ça se passe concrètement du brief client à comment ça se déroule sur place et l'après? Comment ça se passe en général un événement, une prestation? Le client nous fait sa demande. Nous, on est très flexible sur ce qu'on peut faire. Donc, c'est lui qui nous donne son brief. Nous, on voit ce qu'on peut faire, on s'adapte à lui. Ce sera bientôt plus le cas parce qu'on est en train de mettre des offres bien structurées et cadrées pour le 2026. Mais au démarrage, ça va bien commencer quelque part. Exactement. Du coup, il signe le devis et puis on se déplace, on prépare tout en amont. Et encore un an, c'est nous deux qui faisions tout. Donc, livraison, signature de devis, tous les échanges avec les clients, préparation de l'événement, livraison, animation, c'était nous sur les stands. Et après, déchargement et puis récap de l'événement qu'on envoie aux clients. Et on le relance assez régulièrement. Okay. Mais souvent, les clients qui ont pris une prestation, ils commandent aussi des goodies derrière. Donc, c'est quoi des goodies? C'est une offre qu'on a lancée en février 2024. C'est des petits sachets de barbe à papa personnalisés. Donc, en gros, par exemple, Porsche, ils ont fait 4 types de sachets avec 4 voitures de couleurs différentes dessus qui sont vraiment très, très beaux. Et en gros, ils les offrent en juin. Très bien ces sachets. Je me rappelle très bien de la couleur qu'ils ont. Ils sont incroyables. J'aimerais bien en refaire s'ils passent par là. Et ça, du coup, donc au niveau des packs, vous personnalisez tout? Oui, tout est personnalisable, modifiable, même la taille des sachets. Bon, on l'a pas trop proposé, mais vraiment tout est faisable. La saveur qui est à l'intérieur de la barbe à papa, par exemple, on a fait moutarde, champagne, fraise. Vraiment, tout est possible. On a même fait bacon. C'est ce qui nous a fait connaître, en réalité. Ok, plus que l'événementiel. Oui, parce que l'événementiel, c'était une belle carte postale de nos activités, de nos offres et de ce qu'on faisait. Mais on pouvait pas être un peu partout, alors que là, les goodies, on les envoie partout en France. Et puis quand on est sur un événement, forcément, il y a au moins 100 personnes qui repartent avec. Donc c'est un moyen de communication beaucoup plus important. C'est quelque chose de physique. Nous, on était souvent en marque blanche sur les événements, sur les goodies, donc les sachets personnalisés. On est en marque blanche, mais le format de sachet a été interpellé. Et d'avoir un produit physique initialement la fabrique à nuages, parce que ça s'appelait comme ça avant, c'était notre marque de fabrique, quoi. C'est-à-dire la barbe à papa avec des sachets sur lesquels on peut mettre notre logo. Ça, c'est la fabrique à nuages. Et après, ça a été... Ah oui, c'est eux qui font du sans sucre. Ouais, ok. On va en parler, c'était une des questions. Donc, vous passez donc effectivement de la machine que vous faites louer à la partie événementielle, à la partie goodies en extension et ultra personnalisation. Et effectivement, ça vous fait connaître. Et c'est assez incroyable en réalité, je pense. Bon, faut pas que je dise que vous êtes incroyable toutes les 5 minutes parce que je travaille avec vous, mais voilà, de pouvoir personnaliser à l'ère où aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance où tout est homogène, etc. Et ensuite, donc vous passez effectivement au sans sucre. Comment ça se passe cette partie sans sucre? Comment ça vous vient? L'idée du sans sucre, elle est venue aussi de nos clients, mais aussi de nous. On faisait des barbes à papa au sucre qui étaient bien roses, bien collantes, bien
bien La base, artificielle. Barbapapa, en Exactement. réalité. Donc un produit très sucré et mauvais pour nos dents, notre corps. Et les clients, plus on augmentait en gamme au niveau de nos clients, plus on avait des retours, des messieurs et des dames qui nous disaient non, je mange pas ça. Et on a bien compris qu'en fait le produit s'adaptait de moins en moins, était de moins en moins bien accueilli dans cet univers-là. Ok. Parce que les chartes RSE, elles sont de plus en plus affinées, exigeantes. Du coup, une après-midi, on se fait la blague il faudrait qu'on fasse une Barbapapa sans sucre, comme ça au moins tout le monde en prendrait une. Et ça cogitait, c'est resté dans nos têtes petit à petit. Et on a contacté un laboratoire parisien. Et puis on a travaillé avec eux et un groupe d'étudiants de chez AgroSup à Dijon. Et on a développé du coup cette recette pendant un an. J'allais dire un mois, c'est seulement. Non, ça a duré 1 an. Et du coup, le produit il est sorti en février 2024. Donc on a commencé justement à partir de ce moment-là qu'on a fait des sachets. Donc on a commencé par la marque Nuage et ensuite on les a proposés en marque blanche, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des goodies. La volonté, c'était de faire travailler des étudiants sur sur ce développement, parce qu'on venait de finir un parcours, on est en cours d'un parcours d'études qui était connecté à la réalité d'entreprise. Donc on voit souvent ça en école, où on est plugué à une réalité d'entreprise, une problématique d'entreprise. Et donc, on voulait partager en fait cette problématique avec des étudiants. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu un laboratoire et des étudiants travailler dessus. Mais c'était pas une finalité en soi, en fait, au départ, le sans sucre. Comme le disait Vanessa, c'était pour répondre à une problématique, plus que de se dire on va faire une Barbapapa sans sucre, parce que de but en blanc, faire une Barbapapa sans sucre, on pourrait se dire mais quelle ironie et quelle idée, quoi. Après, tu peux aussi te dire que tu réponds aussi à une demande qui était latente, qui est quelque part précurseur, parce que aujourd'hui, on va en parler dans la grande distribution. Si je fais un parallèle qui est peut-être hasardeux, mais sans filtre ajouté, c'est né pour le sans, parce que c'était l'époque du sans gluten, sans tout, quoi. Et c'était en 2020, tu vois. Et t'as complètement raison, mais ça serait une hérésie pour nous de se dire qu'on avait pré-shot le truc en se disant en fait on va faire du sans sucre parce qu'en fait ça répond à une problématique qui n'est pas dans l'événementiel, qui est en rayon magasin. Non, en fait la réalité des choses c'est qu'on répondait à une problématique de nos clients actuels qui étaient les grands groupes qui faisaient appel à des prestataires événementiels et qui essayaient de verdir leurs événements. Exactement. Et donc, par décadence, nous, on faisait partie de ce milieu-là, où on devait réfléchir à comment adapter nos offres événementielles ou mourir. Et donc, on a adapté nos offres événementielles. On s'est lancé en R&D sans trop savoir que ça s'appelait une R&D. On s'est lancé en... On savait même pas qu'on était en train de développer une innovation. Pour nous, faire quelque chose qui n'existe pas encore au monde, c'était pas accessible pour nous. Non, complètement. Et puis, en fait, au-delà de ça, et c'est une réalité qu'on a envie de communiquer aussi, c'est qu'on faisait partie de ces jeunes, ces entreprises qui ne connaissaient pas tous ces leviers de financement. Aujourd'hui, on voit beaucoup, je reviens aux réseaux sociaux, mais on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des sociétés qui affichent des millions d'euros levés dès la création. On en a des bons exemples en France. Et en fait, la culture d'entreprise est arrivée avec non pas le marché, mais ce qu'on va en faire. Et donc, on est arrivé avec des sociétés qui avaient levé des millions d'euros. Donc, quand on s'est lancé, on ne savait pas qui était BPI. On savait à peine emprunter de l'argent aux banques. Et on ne savait surtout pas, en se lançant à R&D, qu'il y avait tout un tas d'outils départementales, régionales, nationaux, qui permettaient de financer en fait ces développements, ces innovations pour tout un tas de raisons, pour développer le territoire, pour recruter, pour la réindustrialisation, etc. Tout ça, on n'en avait pas conscience. On en a pris conscience et on a pris le combat à bras ouverts, mais on n'avait pas conscience de tout ça. On répondait à une problématique et on voulait faire grossir notre entreprise. C'est hyper intéressant ce dont on parle parce que c'est vrai qu'en France, je me prononce pas sur le marché étranger parce que j'en ai aucune idée en réalité, mais tu as une certaine vision qui est exacerbée de l'entrepreneuriat. C'est je me suis fait tout seul, je me lève le matin et puis je suis riche. Et effectivement, il y a toutes ces problématiques autour de la levée de fonds parce qu'il y a des boîtes qui lèvent des millions et des millions. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Est-ce que pour vous, il faut lever des fonds pour réussir ? Par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est quoi le message que vous avez envie de passer aux jeunes qui vous écoutent et qui ont envie aussi d'entreprendre, quoi ? Je pense que ça dépend de la vitesse à laquelle tu veux réussir. Ok.
Enfin, ça dépend le projet forcément, mais si tu veux faire ce qu'on a fait en 1 an, oui, il faut aller lever des fonds, mais si tu veux... On l'aurait pas fait. Non, Oui, non, mais on n'aurait jamais pu faire tout ça en 1 an. Et on n'était que 2, tout ça, on va réussir à rentrer en G&D, à développer le e-commerce, l'événement, c'est à développer une R&D de 1 an. Si on n'était pas 2, on n'aurait jamais réussi. Oui. En soi, ça, c'est énorme. Et on a eu cette chance des 2. Après, moi, j'ai un avis assez tranché sur la question et t'es un peu du même avis que moi. C'est que lever des fonds quand on n'en a pas besoin, ça n'a pas d'intérêt. Mais ça sert à rien de lever des fonds juste pour se stresser, pour avoir des comptes à rendre derrière et pour se mettre la pression. La plupart n'en sont pas conscients, ça, des comptes à rendre. C'est ça le pire. C'est qu'on vit dans cette stigmatisation des réseaux sociaux qui fait que lève des fonds, ta société réussira. Mais jamais de la vie. Enfin, on a un exemple qui est assez récent d'Insect. 700 millions de levés, 700 millions de cramés en 3 ans, et la société n'existe plus. Mais moi, je trouve que c'est une hérésie. Lever des fonds, des centaines de millions d'euros, ça n'a parfois pas d'intérêt. Ça a de l'intérêt quand on a envie de véhiculer un message, quand on a envie de montrer qu'on est souverain. Aujourd'hui, monter une société, c'est pas lever des fonds. Il y a 40 ans, on montait pas une société en levant des fonds. On avait à peine des prêts bancaires. Monter une société, c'est aller chercher des clients, c'est vendre un produit plus cher qu'on l'a fabriqué et où on l'a acheté parce qu'il dégage une réelle valeur. C'est ça une entreprise en réalité. C'est on offre quelque chose, une offre, un service, un produit qui va venir améliorer son prochain dans l'optique de essayer de gagner de l'argent, recruter du monde et d'arriver sur un marché. Mais lever des fonds, comme on le voit, lève 1 million d'euros et tu seras riche, tu vendras ta boîte 5 ou 10. Non, c'est pas ça qui compte. Pas. Maintenant, il y a des beaux exemples de levée de fonds, comme il y en a beaucoup de mauvais. Et on est trop tombé dans ce truc, je monte une société, je lève des fonds et je vais chercher les clients. Bien sûr. Non, je monte une société, je cherche les clients et si j'ai besoin, je vais lever des fonds. En tout cas, ça, c'est notre philosophie. Nous, si on avait eu à pas lever le fonds, on ne le ferait pas. On a été, je ne vais pas dire forcé, mais en tout cas obligé de le faire cette année parce que on a eu trop de clients, on a une croissance. Parce qu'on veut tout internaliser. Et parce qu'on veut tout internaliser, donc on a eu la croissance plus la volonté d'internaliser, ce qui fait qu'à un moment donné, on a un BFR qui est complètement explosé. Donc c'est ce qui permet de continuer à livrer de plus en plus de clients en ayant les premiers qui ont payé au moment où... Et donc nous, on a été obligé de lever. Alors on n'a pas été chercher des millions d'euros parce qu'on aurait pu, on a été assez sollicité. On peut s'en féliciter, je pense. Mais on a été chercher que ce dont on avait besoin. Parce que ça peut tuer une société. Ouais, non mais complètement. Et un événement marquant, c'est le passage à échelle. Je ne sais pas si c'est le mot. Après, vous connaissez mon amour pour la grande distribution, donc pour moi, c'est un marché qui est absolument essentiel. Mais Florian, on se rencontre pour la première fois, c'était en avril dernier ou mai dernier, au salon Snack & Show. Ah, c'est ça. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et j'étais un admirateur secret de tes podcasts. Ah ouais, trop bien. Et là, aujourd'hui, vous êtes là. C'est fou. Non, mais si c'est fou, pas génial. An après. Ouais, non, c'est on s'est trop bien. rencontrés parce que je t'ai croisé sur le stand d'Adrien, de Funky. Oui. Et comme ça qui est passé sur ce podcast aussi. Ouais, exactement. Qui venait de sortir, je crois, à ce moment-là, où il y a pas longtemps. Et moi, je connaissais Adrien comme ça, parce qu'on se croisait de temps en temps sur les salons. Et j'ai vu que tu étais à côté, j'écoutais ce que tu faisais, je me suis dit, tiens, ce serait quand même sympa d'échanger. Donc on a échangé, je crois, pour 5 minutes, ça a tout cassé. Et l'histoire nous raconte la suite. C'est clair. Et de là, sur le salon, tu me présentes les sachets. Donc j'avoue que j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc je trouvais ça assez incroyable. Et effectivement, on échange et tu me dis, on commence à se faire approcher par la grande distri. C'est un domaine, pour le coup, qu'on n'a jamais travaillé. Est-ce qu'on peut collaborer ? On collabore ensemble. Et là, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce qui s'est passé justement sur les 8 derniers mois avec votre entrée en grande distribution. Quel est le retour un peu sur expérience que vous pouvez nous faire ? Et puis, tu m'avais aussi parlé du salon Le Cial, où vous avez gagné un prix. Je pense que ce serait déjà chouette de rappeler, de raconter de comment on a livré notre premier magasin GMS. C'était le carrefour de la Toison d'Or. Ok. C'était mi-décembre, donc c'était il y a pile 1 an. Je me rappelle, on était avec Amélie, Ilona, c'était nos deux premiers recrutements.
On était toutes les trois en salle de production du matin au soir en train de produire quelques centaines de sachets par jour. Est-ce que ça, c'est pas des souvenirs incroyables? Alors, sur le moment même, c'était épuisant, horrible. La salle de production qui était en réalité un bureau qu'on venait de louer pour nos premiers bureaux, qui faisait 30 mètres carrés. Ça faisait 2 mois qu'on avait enfin des bureaux où on peut accueillir des employés. Enfin, on a vraiment tout été fait à la dernière minute. Je me rappelle encore le chargement du camion. On a bu un petit champagne à la fin pour se féliciter parce qu'on a tous très bien travaillé. On chantait des musiques de Noël en train de finir la production, on nettoyait la salle de prod parce que produire de la barbe à papa, le nettoyage, c'est un supplice derrière. Et enfin, la logistique, la palettisation, enfin, c'était la première fois qu'on touchait des palettes de notre vie. C'est les étiquettes à coller sur les cartons, les BL, c'est la première fois que je faisais un BL aussi de ma vie. C'était vraiment Tout quelque était chose nouveau, de... quoi. Ouais. C'était magnifique. Enfin, Donc là, c'était en y votre repensant. premier pas en magasin direct. Exactement. Le tout premier. Le tout premier. C'était l'étape après le ciel. Nous, le ciel, c'est ce qui a fait basculer notre histoire, clairement. On décide de s'inscrire au ciel parce que un client nous en avait parlé, je crois, en disant c'est génial vos petits sachets là, allez les présenter au ciel. Bon, on regarde ce que c'est et on trouve un stand par le biais de contacts, etc. en zone start-up, donc 3 mètres carrés au fond du ciel, à Villepinte, donc vraiment à l'écart. Et on remplit des documents pour présenter le produit. Et on arrive avec un kakémono sous le bras, un stand, 3 sachets, un panneau pour venir présenter Nuage. En se disant, bon, on présente et on verra ce que ça donne. Et on arrive là-bas et au bout de 24 heures, puisque c'est 5 jours le ciel, on a tout le comité exécutif du ciel qui arrive, donc Madame Asvort, donc Audrey Asvort, qui est la directrice générale du ciel, qui arrive. Qui est venue sur le podcast pour le dernier ciel. C'est vrai? Ah bah, je savais pas. Ouais. Qui arrive sur notre stand et qui nous remet une certification de Ciel Innovation. On venait d'être primé parmi les innovations mondiales de 2024. Donc on s'y attendait absolument pas. Et donc à partir de ce moment-là, pendant 5 jours, on a tous les plus grands distributeurs du monde qui viennent nous approcher pour connaître. C'est le ciel qui a déclenché ça parce que c'est reconnu. Okay. Ouais, le ciel a déclenché ça, mais surtout que la population qui est sur place, c'est les décideurs de la grande distribution de l'agroalimentaire du monde entier. Je crois qu'il y a 400 pays différents. C'est un truc de dingue. Et donc on a tout le monde. On a Columbus qui vient, on a McDonald's, on a Carrefour, Leclerc, Intermarché, Deleuze. Les concurrents d'Élysée pour voir ce que c'est. Walmart. On a tout le monde qui vient nous voir pour découvrir ce que c'est que d'avoir un papa sans sucre. On a envie de goûter, on a envie de tester. Et puis on sort de Cial avec, je crois, un rêve, mais un grand rêve, de se dire on va transformer notre société et on va devenir... on n'est plus des prestataires, parce qu'avant ça, on était les prestataires événementiels du quartier. Enfin, on avait la chance en tant que bourguignon d'aller à Paris pour des gros clients. Ça, c'était le must-have, quoi. C'est-à-dire que les petits prestataires de la région vont là-bas. On sort du Ciel, on se dit on va devenir les leaders européens du snacking sucré sain. Et ce rêve venait tout de suite atteignable parce qu'on venait de passer 5 jours avec les décideurs du monde entier de l'agroalimentaire en se disant on est avec 3 mètres carrés, un produit qui tourne sur 2 pattes, mais qui bon, d'ailleurs, il tourne sur 2 pattes, mais qui a le même packaging qu'on a présenté au Ciel il y a 1 an. Donc en fait, le travail était déjà fait, hein. Il y avait plus qu'à le mettre en magasin. Et c'est ce fameux mélange qu'il y a entre nous qui a fait qu'effectivement, il y a ce truc de... Il y a une part de chance, il y a une part de beaucoup de travail parce qu'on a beaucoup travaillé. Et il y a ce truc de la tarte tatin. Quand on a fait un produit, mais on n'a pas fait exprès, on en est presque désolé à ce moment-là. Et on se dit, on sort du Ciel en se disant, mais c'est trop bien, on va aller en grande distribution, on va devenir les référents. En fait, le substitut qu'on a développé, c'est pas pour faire de la barre à papa, c'est pour faire plein d'autres produits. Donc on va prendre tous les produits qu'on connaît, on va mettre notre substitut dedans, on va les produire chez nous et on va les distribuer. En fait, on va faire la France, puis l'Europe, puis on ira peut-être un jour aux États-Unis. Et c'est à partir de ce moment-là que je crois qu'on est parti en vrille complètement en se disant on va démarrer, on va faire les magasins, on produit dans un garage, c'est pas grave. On va faire ça dans une salle, puis après une usine, puis après... Et donc on a commencé à retrouver ce grain de folie qui nous a liés depuis le départ de notre histoire en se disant peu importe ce qui se passe, peu importe où ça nous mène, peu importe la difficulté, on va y aller et on va montrer que
on sait produire, on sait livrer. Et c'est comme ça qu'on livre le premier magasin. Le ciel nous a prouvé que nos rêves ne sont jamais trop hauts et c'est jamais trop ambitieux par rapport à ce qui est réalisable. Ouais. Et donc on livre ce premier magasin qui est Carrefour. Alors un peu par hasard, puisque c'est le carrefour de la ville. Ça l'a très bien raconté. Pas Et puis loin de vos locaux. Ouais. On en fait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis pareil. On avait une vraie équipe de production déjà à ce moment-là. Ouais, on a recruté depuis, et puis en fait, on se retrouve en l'espace de 6 mois. Alors, on a appris après que c'était assez fou d'avoir fait ça, mais en l'espace de 6 mois, on se retrouve à livrer 150 magasins en direct. Donc, un par un, en les contactant sur LinkedIn. Des fois, ils nous contactent en disant mais on a vu vos produits, ça cartonne. En plus, vous faites des animations en magasin. Ça a été ça aussi notre force depuis le départ. C'est-à-dire que nous, on venait de l'événementiel. On remplissait des cahiers des charges de marques comme LVMH pour les faire de la barre à papa. Donc, autant dire que les animations dans un carrefour, c'est pas la même chose. C'était facile, quoi. Et on se dit, on va mettre nos stands qu'on fait pour nos clients, mais gratuitement pour les magasins. Par contre, en contrepartie, tu nous commandes 2 palettes, mais t'inquiète, on va t'aider à les écouler. Et c'est comme ça qu'on fait 1, 2, 3, puis 150 magasins en l'espace de 6 mois. Donc on référence le 16 décembre dernier, le premier magasin qui est Dijon Toison d'Or, qui fait des ventes qui sont des bonnes ventes, parce qu'en fait on fait de l'animation tout le temps. On était tout le temps dans le magasin. On a passé 3 semaines au magasin à faire une animation, à montrer le produit, à faire tester aux gens. Ah, mais vous connaissez, mais regarde, je vous montre comment ça marche. Et puis en fait, ça, c'est sur bâton, puis après c'est en sachet. En fait, c'est la même chose. Et c'est comme ça qu'on a été éduqué le marché. La grande distribution est quand même un secteur qui est relativement vieillissant, et on le voit avec la montée des autres circuits. Et c'est là où vous apportez une fraîcheur de par ce nouveau modèle, parce que la grande distribution, et notamment sur les hypermarchés, on peut parler de Toison d'Or, mais parce que c'est un hyper, mais c'est le cas pour beaucoup, cherche justement ces innovations pour générer du trafic, parce qu'aujourd'hui, tu as une perte des consommateurs, et c'est comment tu fais, grâce aux marques, à créer un espace d'événementiel au sein du point de vente. Et là, il y a un truc à faire qui est énorme. On s'est vite rendu compte qu'il y avait ce besoin. Moi, j'ai en tête un franchisé qui nous avait commandé pour 20 000 € de marchandises parce qu'on lui avait parlé des animations. Et il avait vu sur les réseaux sociaux les animations. Bon, l'histoire nous montre qu'on s'est un peu brûlé les ailes parce qu'on a livré un peu trop de quantité et qu'on connaissait pas les règles de la grande distribution. On connaissait tous les entrepreneurs, c'est ça. Quand tu commences, quoi. Mais au bout de 3 mois de commercialisation, un franchisé d'une des plus grandes enseignes qui nous dit « mais moi je vais vous passer 20 000 € de marchandises, j'ai pas goûté, mais j'y crois ». On se dit ouais, c'est fou quand même, parce qu'en fait on vend plus un produit, on vend une expérience. C'est clair. Et on en a fait notre volonté de montrer à la grande distribution d'être un industriel à notre faible impact, mais de pas seulement livrer des produits en rayon, mais de venir animer un rayon avec notre produit, ou pas que, simplement avec de l'animation. Et ces animations, elles étaient vraiment essentielles à notre développement et restructuration, positionnement sur le marché, parce que notamment toi et moi, on passait tous nos week-ends derrière le stand en train d'animer à l'autre bout de la France. On a fait minimum 50 animations, je pense, chacun. Et ça nous a permis vraiment de voir beaucoup de public et de comprendre c'était quoi les questions, c'était quoi les doutes, qu'est-ce que le client y pensait, qu'est-ce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il aimait pas. Et il y a eu des moments où on a presque pleuré sur place, parce que moi, je n'oublierai jamais la fois où j'étais en animation à Plaisir, à côté de Paris. Et là, il y a un enfant, il vient, il me demande, il prend un petit sachet et il me dit « Est-ce que c'est de la barbe à papa ?» Je lui dis « Oui ». Il me demande si c'est sans sucre. Je dis « Oui, c'est sans sucre ». Et là, il va chercher sa maman lui, me redemande « Est-ce que c'est vraiment sans sucre ?» C'est vraiment un critère hyper important. Et là, elle dit à son enfant « Oui, tu peux manger ». Et là, l'enfant, il se met à chialer, il commence à pleurer, mais vraiment, il est hyper touché, parce qu'en fait, il avait jamais, il était diabétique. Il n'avait jamais pu goûter de barbe à papa de sa vie, et c'est un de ses grands rêves, il disait. Du coup, on apporte une solution, on résout un problème que nous, on n'est pas forcément concernés, mais il y a des gens, ça les embête vraiment tous les jours dans leur vie. Et on est en train de trouver des solutions et de les commercialiser. Et, moi, c'est vraiment ça qui me touche. Et alors qu'on part d'un
produit simple à la base. Oui, C'est pas non plus, non, mais c'est clair. Mais au-delà, enfin, effectivement, au contact du client, bon, ton histoire, elle est hyper touchante. J'aurais pu pleurer direct devant, mais tu as aussi ce truc où les gens, on est en période de crise, ils ont envie de se faire plaisir. Enfin, de toute évidence, on le voit, les catégories plaisir, elles sont en croissance énorme. Et au-delà de ça, il y a un regain énorme pour la santé. Enfin, on le voit, du sans sucre, on commence à en voir. On a vu le sans sel, sans gras ajouté, sans nitrite, sans... Et c'est vrai que, voilà, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin dans l'univers de l'agroalimentaire sur la transformation, etc. Et là, on revient peut-être à des fondamentaux et on peut se dire que c'est possible, effectivement. Et du coup, quels seront les prochains développements ? Il y a un double enjeu, je rebondis sur ce que tu disais, il y a un double enjeu entre effectivement, un public qui recherche une consommation plus durable, plus saine, et aussi la volonté d'aller chercher du prix. Parce qu'on est dans des périodes assez compliquées avec de l'inflation, où les familles ont de moins en moins de pouvoir d'achat pour aller faire les courses. Et en même temps, ces mêmes familles qui sont de plus en plus jeunes cherchent des catégories plaisir ou même quotidien qui sont meilleures pour la santé. Et à des coûts abordables. Enfin, ça reste un plaisir quoi, en termes de portefeuille. Et on a un double enjeu, tout industriel qu'on est, petit, grand, moyen, à continuer d'aller chercher les parts de marché et d'essayer d'intégrer dans l'alimentation du quotidien quelque chose de durable et sain, et en même temps d'avoir un positionnement prix qui ne vient pas décorrélé par rapport à tous ces aliments ultra transformés qu'on va trouver sur le marché. Et il y a aussi ce truc, pour rebondir sur la GD, et après on va parler de votre passage dans l'émission Qui veut être mon associé. Ce rendez-vous, moi je m'en rappellerai toujours de cet été, où on est tous ensemble dans le hall de Carrefour et on va pour discuter justement de votre entrée dans tous les points de vente Carrefour de France. Donc c'est un passage à échelle qui est conséquent. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période-là, de qu'est-ce que ça implique pour une entreprise de passer à échelle comme ça, et comment vous avez travaillé au quotidien pour passer de 200, 300 points de vente en direct à 4000 magasins ? C'est un sentiment qui est... On s'en rendait pas compte. On n'était pas conscient de ce qui se passait. Ouais, c'est indescriptible. C'est assez indescriptible parce qu'effectivement, encore une fois, on a l'étape de petit prestataire, on va devenir le roi du monde de l'agroalimentaire, mais en fait, il y a la réalité qui nous rattrape en disant aujourd'hui, on produit dans 30 mètres carrés. On a 8, 9, au maximum 10 opérateurs qui nous accompagnent sur la production. Là, on va passer de 150 magasins à 4000. Donc, en fait, il va falloir non plus 10 opérateurs, mais peut-être 100. Et ça, c'est pas dans un an, c'est dans 3 semaines. Donc, il y a eu un sentiment de peur au départ en se disant, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Et puis, en fait, on avait tellement ce rêve de se dire, on va rapidement pouvoir trouver de quoi produire, s'entourer. En fait, on se dit jamais qu'est-ce qu'on a fait. Ce qui est bien chez nous, c'est qu'on se dit comment est-ce qu'on va faire, et en fait, on baisse jamais les bras. On va forcément trouver une solution, peu importe le moyen, et on a tellement travaillé jusqu'à trouver une solution qui était plutôt faisable. Enfin, même si on a mis un peu plus de temps que prévu, mais on n'a jamais douté que c'était pas possible de le faire. Il faut le dire, on a une équipe qui est formidable. On en parlait encore ce matin avec Benoît. En quelques mois, on est passé d'une petite TPE à une petite PME, tant sur la structuration, parce qu'on est passé de 4 à 11. Aujourd'hui, on a une super équipe qui nous accompagne. C'est quoi les types de profils et les rôles ? Enfin, là, je fais comme si je ne savais pas, mais du coup, forcément, ça intéresse de savoir sur la grande distribution, on ne connaissait rien. Donc, en fait, il nous fallait quelqu'un qui pouvait nous accompagner sur ces enjeux de grande distribution. Donc, si on parle de la grande distribution, Philippe Barlou, que tu connais, qui connaît plutôt bien, et Salut, toi, Philippe. Je sais que tu nous écoutes. Ont été les meilleurs coachs pour cette croissance. On a été super bien entourés, super bien accompagnés. On a posé 35 000 questions. Vous aviez eu 35 000 réponses. Vous nous avez formés en 3 mois top chrono. C'est bête à dire, mais moi, il y a 6 mois, je ne savais pas ce que c'était qu'une VMH. Je ne savais pas ce que c'était qu'une montée en DN. Si on ne l'explique pas, c'est comme quand on demande à un candidat d'avoir de l'expérience alors qu'on ne lui en donne pas. C'est pareil. Mais c'était le grand saut.
Donc on a eu ces profils, vous deux, qui Et nous à ont tout rejoints. âge, on apprend encore. Hein. J'ai l'impression d'être vieille là quand je dis ça. Je vais avoir 30 ans, mais je peux vous assurer que j'apprends tous les jours quand même. Hein. Bah, puis heureusement qu'on apprend tous. Ouais. Et nous, on avait une équipe aussi formidable, il faut le dire. On a une équipe aujourd'hui qui est géniale, qui permet de venir assouvir cette croissance qu'on essaie de maîtriser et qui est, je crois, aussi passionnée par le projet parce que c'est pas typique, en tout cas chez nous, à Dijon, qu'une petite société méconnue lance un produit un peu hasardeux au départ et qui finit dans 4000 points de vente. Donc, c'est clair. on avait une super équipe au début qui a géré l'événementiel quand on était en train de faire des animations en GD, qui a fait de la communication quand on était en train de créer des palettes. Et puis dernièrement, on a d'autres profils qui nous ont rejoints, comme Natacha, qui est juste là à côté de nous, pendant qu'on est en train de papater. Ouais. Et donc, il a fallu créer cette équipe, cette team qui permettait d'aller chercher tous ces points de vente et d'en faire une réussite. Parce que, encore une fois, on mélange plusieurs métiers, notamment celui de fabricant, celui de distributeur, en dehors de tous les enjeux d'une société sur la com, le marketing, le RH, etc. C'est très cliché, mais les personnes de qui on s'entoure, c'est vraiment ça le plus important pour pouvoir acquérir une expérience et éviter les erreurs et aller tout droit et pas dévier. Et pourtant, c'est pas facile. Hein, c'est le plus important. Ouais, l'humain, c'est vraiment... Être recruté, même pour les salariés, être recruté dans une société qui est en perpétuelle croissance, qui se structure continuellement. Qui construit l'avion en vol. C'est pas facile pour eux parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande un niveau de concentration qui est beaucoup plus important, d'implication aussi, et parfois dans des turbulences assez importantes. Quand on a une turbulence chez Danone, ça va trop. Nous, quand on est une start-up, quand il y a une turbulence, tout le monde le sent et bien sûr. Tout le monde l'apprend. C'est pas les mêmes impacts, on va dire, effectivement. Et là, donc dernièrement, sur qui veut être mon associé, on va en parler. Donc là, quand l'épisode sortira, soit vous serez en diffusion, soit ce sera... Bon, il faudra qu'on en rediscute, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça s'est passé à partir du moment où vous contactez l'émission, la partie recrutement, et puis après le passage sur l'émission? Déjà, il y a 4 ans, quand on s'est rencontrés avec Florian, c'était un de notre plus grands rêves. On s'était partagé la liste de nos rêves, de ce qu'on veut accomplir dans la vie, et ça faisait partie de chaque liste. Exactement. Je me rappelle, je sais plus si c'était mercredi ou jeudi soir à l'époque, on collait notre nez à la télé et on faisait notre soirée en même temps. Voilà, c'était vraiment, on est fascinés de cette émission depuis longtemps. Et il y a 2 ans, quand j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une journaliste, Amandine, qui voulait nous voir, nous rencontrer pour qu'on participe au casting. On a passé plusieurs étapes, mais finalement ça s'était pas fait, on était encore trop jeunes, la société était encore toute récente. Et on faisait pas assez de chiffre d'affaires, donc on s'était dit c'est pas grave, on le fait l'année prochaine. Donc cette année ils sont revenus vers nous. Et ça c'est cool quand même, c'est plaisant hein, quand ils viennent nous voir, c'est sûr. Que ça soit Carrefour, ils sont tous venus à nous, donc ça c'est génial. C'est clair. C'est parce qu'on sait bien communiquer. Ouais. Mais oui. Du coup, on a passé toutes les étapes. Franchement, on avait un gros doute. On pensait pas trop qu'on allait passer quand même, vu comment ça s'était passé l'année dernière. Et une semaine avant, on reçoit un message. Bon, c'est bon, vos dates de tournage, c'est le 3 octobre. On n'avait rien préparé, pas de scéno, rien n'était prêt, mais rien, même pas le pitch. Et du coup, on s'est un peu bougé. Et ça, en parallèle, l'arrivée chez Carrefour. Parce que sinon, ça n'arrive pas tout seul. Mais c'est bien pour ça que rien n'était prêt. C'est que Carrefour était là en même temps. Donc forcément, on n'avait pas le temps de faire autre chose. Pas drôle. Et en plus de ça, c'était la rentrée, donc accueil des nouvelles équipes. C'était vraiment très complexe à cette période-là, mais on a quand même très bien réussi. Je pense qu'on a réalisé notre rêve les doigts dans le nez. C'était... Après, moi, j'ai tellement d'émotions que j'ai des blackouts à beaucoup de parties, donc je ne saurais pas trop en parler. Le résultat de l'émission est assez insolite pour une société qui vient présenter un produit dans la grande consommation, la grande distribution.
C'est souvent des projets qui sont Un business de centimier. un business de C'est centimier. insupportable. À chaque fois, j'ai Exactement. envie de... Et en fait, c'est souvent pas très bien accueilli. Là, on est un peu à l'antipode de ce qu'on a pu voir des projets dans la distribution. Donc, je vais rien spoiler, mais rendez-vous le 22 février. On avait la date ce matin, rendez-vous le 22 janvier sur M6 à 21h15. Non, incroyable. En termes de préparation, donc on le sait, le moment un peu fatidique pour toutes les startups, c'est le pitch. Je me souviens, on l'a beaucoup partagé, on en a beaucoup échangé, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter le fameux moment que tu vois à la télé où tu as les entrepreneurs qui poussent la porte et qui arrivent devant les investisseurs? Vous sentez quelle atmosphère sur le plateau? Déjà, le plateau, il est plus petit que ce qu'on pense. Oui, il est vraiment minuscule par rapport à ce qu'on voit à la Il télé. est né à 1,50 m des investisseurs. Alors qu'à la télé, on a l'impression qu'on est à C'est 5 mètres. 5-6 mètres. 5 mètres. Ah ouais, ok. On C'est est l'effet comme- d'optique. L'effet de J'ai petit. pas réussi encore à reproduire ça sur mes caméras pour faire en sorte que ma cuisine soit absolument immense. Non, comme je disais même ça, c'est un sentiment de fierté déjà de se dire que on rentre dans l'émission qu'on regarde depuis la saison 1 où on a vu passer des success stories comme Respire, Dijo, C'est pas Pépi qui m'ont Papé, vraiment inspiré à l'époque. c'est fou. Et on se répète notre texte. Pour Ah oui, faire on faisait que ça. On faisait que ça. non, mais Et puis quand on était fiers. on arrivait devant et qu'on avait les investisseurs devant nous, je pense que on s'en rendait compte, mais c'était normal pour nous parce que on voyait ça. Enfin, c'est vraiment l'image que tu as tout le temps quand tu regardes la télé. Donc ça nous Vous a l'avez enfin, tellement moi, en tout cas, imaginé. Ouais, en plus. Donc ça m'a permis de garder un peu plus mon self-control et de pas paniquer parce que c'était pas quelque chose de nouveau. Je savais à quoi m'attendre. Tu l'avais tellement projeté que ton cerveau se disait bon ben C'est là, je suis là, ouais, c'est voilà, normal. c'est ça. Et on était excités parce qu'on présentait notre deuxième produit, qu'on verrait en exclusivité donc sur M6. Donc hyper excités de présenter la suite. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a une question, une remarque des investisseurs qui vous a particulièrement surpris, étonné, appris et pourquoi? Il y a une phrase, un discours qui nous a beaucoup marqué. J'ai même failli pleurer. C'était Éric l'archevêque qui nous avait dit qu'on était un cas d'école, que les étudiants, enfin les jeunes d'aujourd'hui devaient prendre l'exemple sur nous, sur ce qu'on fait, sur notre ambition et nos envies. Puis ça revient à ce qu'on disait au début de arrêter d'aller lever des fonds, trouver des clients, financez-vous avec vos clients et vous leverez des fonds plus tard. Ok, donc là, effectivement, Éric l'archevêque, Florian, est-ce qu'il y a une anecdote qui te parle ou peut-être une question qui vous a fait réfléchir sur votre business model, comme on peut en avoir parfois les investisseurs, de par leur expérience tout autre, ils peuvent avoir des réactions qui te questionnent sur ton modèle? C'était pas forcément le modèle, c'était sur la recette en elle-même. En fait, Sucra est composé de aujourd'hui d'un édulcorant sur l'ensemble de notre recette. Alors, c'est notre plus grande force Sucra aujourd'hui, parce qu'on a essayé d'être le plus naturel possible, d'aller chercher des matières premières qui sont issues de nos terres françaises et qui ont des transformations ici aujourd'hui en France. Mais on a quand même une partie de notre recette, c'est un édulcorant. Donc l'édulcorant, on entend beaucoup de choses de l'édulcorant. On a le côté positif comme le côté négatif. Et dans le pitch, il y a un des investisseurs, on le verra à la télé, qui rebondit sur le côté édulcoré qu'a notre produit. Et c'est un truc qu'on a appris à cerner, qu'on a appris à découvrir, l'édulcorant. Bien sûr. Parce qu'il y a du bon comme du mauvais. Et tout se fait dans déjà la matière première qui est utilisée et le niveau de transformation qu'il a. Aujourd'hui, l'édulcorant qu'on utilise, nous, c'est un des édulcorants qui a le plus de neutralité, en tout cas, qui a le plus de naturalité. Mais c'est un truc, peu importe le niveau de communication qu'on y mettra, on n'arrivera pas à le faire passer aux yeux des consommateurs, aux yeux de tous. Dans la conscience collective, les édulcorants, c'est forcément quelque chose de mauvais. Après, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, quand tu achètes une gourmandise au rayon sucre, Ah ben, il y en a partout. fondamentalement, il n'y a que ça. Donc, Il n'y a que ça, mais d'une promesse sans sucre, et c'est pour ça que nous, la première promesse, c'est de la gourmandise. Et ensuite, on est sans sucre, mais la promesse de notre produit, c'est quand même d'être le plus naturel, d'être sans sucre, etc. Ça veut dire, par définition, pas remplacé par. Et donc, il y a des marques qui remplacent ça par de la stevia, de l'aspartame, qui sont largement critiquées. Nous, on a remplacé ça par une recette qu'on a nous-mêmes élaborée parce qu'on a voulu aller chercher
notre propre recette, aller sonder une recette naturelle qui se transforme en France avec Bien des sûr. circuits courts, voire ultra courts. Mais c'est encore un produit qui est décrié. Et il y a eu une remarque sur le plateau qui est faite d'un des investisseurs en disant que c'est des édulcorants. Et la réponse et la culbute derrière, je vous mets en prime, il a fait une proposition d'investissement, elle est assez marrante. Donc c'est l'histoire qui nous fera découvrir à tous. Mais voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu en posant la question en fait, de quelle manière on pourrait rendre encore plus naturels nos produits, bien que on ne soit pas là pour vendre la naturalité, on est là pour vendre de la Bien sûr. gourmandise, du fun, de quoi s'amuser. Et son sucre. Et sans sucre. Ouais. Bon, c'est un détail qui fait quand même toute la différence Bien sûr. et qu'on va tenter via des investissements en R&D. On a entre 5 et 10% de notre budget, de notre chiffre d'affaires annuel qui est en R&D. Donc, on continue de chercher, trouver des solutions en essayant de ne pas s'éloigner de la promesse de base. Sans sucre, Nutri-Score A, gourmand. Et un nouveau produit par an, fabriqué en France. Et oui, exactement. Là, sur le podcast Sans filtre ajouté, donc c'est plutôt une population grande distribution qui écoute le podcast, donc des marketeurs, des commerciaux, des chefs de secteur, des catman, etc. Il y a aussi beaucoup de fondateurs de boîtes ou alors des fondateurs en devenir qui passeront probablement peut-être un jour sur le podcast, comme toi Florian quand tu écoutais le podcast. Qu'est-ce que, avec tout ce que vous avez vécu et tout ce qu'on a évoqué là pendant cette heure et demie, s'il y avait un conseil que vous pourriez leur donner, ce serait quoi ? Quand on vous dit ça marchera pas, ne les écoutez pas. Parce qu'on nous a beaucoup dit, répété, rabâché que ça ne marchera jamais les sachets de barbe à papa sans sucre. Bon, puis aucune banque voulait de nous au départ. Ah mais personne voulait de nous. Mais personne, absolument personne. Même nos parents, ils y croyaient pas. Fallait juste rencontrer les bonnes personnes. Exactement. Fallait lancer le produit pour prouver que ça marche. Mais alors ? Le conseil, ça va dépendre des personnes qui nous écoutent, mais c'est pas rester bloqué dans un environnement qui est contraint soit par des personnes, soit par une culture, soit par... C'est pas rester contraint. Dans tous les cas, quoi que vous faites dans la vie, ne restez pas contraint, ne restez pas à un endroit qui ne vous plaît pas. Et ça en va pour tout le monde, hein, que ce soit en grande distribution ou ailleurs. Faites ce dont vous aurez envie, et c'est ce dont vous aurez envie qui vous permettra de vivre pleinement, sur le plan économique, social, peu importe. C'est faites de votre passion un métier si c'est possible, et si c'est pas ça, faites un métier qui vous permet de vivre votre passion. C'est des belles paroles. Je vous propose qu'on se laisse ici. Où est-ce que les auditeurs qui auront plein de questions, plein de réactions, qui m'auront envie de vous parler, pourront vous retrouver ? Vous pouvez nous contacter sur le compte Instagram de Resnack Group. Là, c'est Florian et moi qui gérons les messages. Sinon, sur nos LinkedIn. Et sinon, vous pouvez toujours passer commande sur resnack.fr. Et sinon, en magasin, puisque y a tout le temps des animations qui sont un peu partout en France, et chez Carrefour en exclusivité jusqu'en mars 2026. Donc vous pouvez nous retrouver en point de vente pour vous faire découvrir la marque. Peut-être d'autres produits d'ici là. Merci à tous les deux, c'était un Merci, plaisir. Salamé. J'ai pas vu passer le temps.